En voyant la bande-annonce de ce nouveau Pixar, je vous avoue que pour une fois, je n'étais pas très hypé. Même à l'époque du voyage d'Arlo, quand la bande-annonce est sortie et que je l'avais regardée, j'avais une petite espérance que ça allait être un bon film. Et là, bizarrement, j'avais pas envie d'y croire. Je ne sais pas si c'était à cause de Mei, le personnage principal, juste le fait que le film allait traiter d'une transformation en animal, même si maintenant je comprends que c'est une métaphore de la puberté, que des choses changent. Mais même avec ça, en voyant la bande-annonce, j'étais pas du tout confiant pour une fois avec un Pixar. Finalement, je l'ai quand même regardé parce que Pixar, c'est quand même une société qui a fait ses preuves, qui n'a, à mes yeux, aucun mauvais film à son actif, à part peut-être Cars 2, et le 3 peut-être pour certains, même si moi je l'ai trouvé correct. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour parler d'Alerte Rouge, leur nouveau Pixar directement sorti sur Disney+. Donc, que vaut ce film Alerte Rouge? Eh bien voyons ça, mais parlons d'abord de l'histoire d'Alerte Rouge. Mei Lin Lee est une jeune adolescente de 13 ans qui a une vie assez débordée mais qui vit pleinement sa vie d'ado en étant partagée entre sa vie de famille et sa vie avec ses amis. Un jour, en se réveillant, elle découvre qu'elle s'est transformée en pandarou et que de fortes émotions peuvent la faire se transformer. Est-ce qu'elle arrivera à garder le secret? En gros, c'est l'histoire du film. Alors c'est vrai que vu comme ça, le résumé, ça n'a pas l'air terrible comme film, mais je vous assure que c'est plus surprenant que ça en a l'air. Eh bien, mea culpa. Je m'attendais à un film honnêtement assez moyen, assez oubliable, et finalement, on a eu un film fort sympathique. Loin d'être un des plus beaux Pixar, qu'on se le dise tout de suite, et c'est pas la première fois qu'ils traitent du thème de l'adolescence et de la famille, mais j'avoue qu'ils ont traité les deux thèmes d'une manière assez intéressante ici. Notamment l'adolescence sous un nouveau point de vue depuis vice versa. Pour autant, le film n'est pas exempt de défauts, il y a des choses à reprocher, et je sais que je vais être assez pointilleux sur certains points, mais je suis quand même obligé de considérer ça comme un défaut, en vous expliquant le pourquoi bien entendu. Pour commencer les défauts, je parlerai de Devon, l'espèce de coup de cœur de Mei Lin, si on peut le dire comme ça, et de ses amis, qui est pas une mauvaise idée, je veux dire elles sont jeunes, elles ont 13 ans, avoir un coup de cœur pour un garçon plus grand, un ado plus âgé, c'est normal. Cependant, faudra m'expliquer ce qu'elle trouve un mec aussi blasé. Vu que le film a l'air de pas mal jouer sur les clichés des années 2000, notamment les boys bands qui faisaient rêver toutes les filles, j'ai un peu de mal à me dire qu'elles arrivent à fantasmer sur lui alors que tout ce qu'il fait c'est cette tronche pendant tout le long. Je déconne même pas, regardez le film, il fait vraiment cette tronche pendant tout le long qu'on le voit. Après, c'est un petit personnage, donc c'est oubliable. Mais même pour un petit personnage, vous auriez pu vous permettre vraiment d'en faire un beau gosse souriant. Prenez le coup de cœur de Violette dans Les Indestructibles, il me semble il s'appelle Johnny. Bah là, vous avez un beau gosse dont on comprend le pourquoi elle est amoureuse de lui. Je veux dire, il est beau, souriant, il a des expressions. Là, Devon, même pour des gamines de 13 ans, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle trouve à ce mec. Même en disant, il est trop beau, ah vous arrivez à le trouver beau alors qu'il est tout le temps en mode... Bref, ça aurait peut-être été mieux que Devon ait un peu plus d'émotion. Ça aurait été mieux de le voir autrement que toujours blasé, même quand il se fait engueuler. Après on a Tyler, doublé par Aloïs Agaès Mathieu. C'est un jeune homme qui déteste Mei Lin parce que c'est une rapporteuse, parce qu'elle est détestée par la majorité du collège, ou du moins elle est considérée comme bizarre. Et lui c'est peut-être celui qui la trouve le plus bizarre possible. C'est l'équivalent d'un ennemi. Vous savez, à l'école, on a tous eu ce genre de personne qui passe son temps à nous détester, à nous descendre pour le plaisir. Eh bien, Tyler, c'est un peu ça. Et je regrette un peu qu'il soit là parce que il sert pas à grand chose. Même quand il devient un peu attachant avec certaines scènes, il s'oublie rapidement. Après, je comprends pourquoi ils l'ont mis, pour rester dans ce cliché de l'époque des années 2000, mais pour autant, je suis pas sûr que c'était un personnage nécessaire. Ensuite, on a la mise en scène. Hop, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. La mise en scène de ce film n'est pas mauvaise, mais il y a des moments où elle est assez spécial. Je pense notamment la première partie du film, quand on présente Mei Lin avec sa vie d'ado, la mise en scène est vraiment étrange. En fait, c'est plus on avance dans le temps, plus la mise en scène est travaillée. Ce qui est, en soi, une bonne idée, mais ça fait quand même qu'au début, la mise en scène est assez discutable. Après, c'est peut-être une question de point de vue, mais si je prends le moment où Mei Lin cache son cahier et que sa mère est là, t'as un gros plan mode manga où tu la vois transpirer à grosses gouttes. Ouais, mais c'est pas une mise en scène qui colle dans un Pixar. Je verrais ça dans un shonen, ou même un seinen à la limite, mais je verrais pas ça dans un Pixar. C'était discutable. Par contre, je le redis, plus on avance, plus la mise en scène est gérée, à tel point que les dernières scènes en termes de mise en scène sont vraiment les mieux travaillées du film. Je parlais de Tyler avant, mais il y a peut-être d'autres personnages secondaires dont on aurait pu se dispenser. Les tantes ne sont là que pour faire de la figuration et pour apporter un peu de bras dans certaines scènes d'action, si on peut appeler ça des scènes d'action. Pas sûr que c'était nécessaire de les mettre juste pour ça, on aurait pu se contenter de la grand-mère, de Mei Lin, et de Ming, la mère de Mei Lin. Les ralentis, ça fait peut-être un peu cliché. Ça fonctionne dans la narration à certains moments, mais il y a d'autres moments où les ralentis, tu te dis, c'est peut-être pas nécessaire. Du genre quand le père fait la cuisine. Je sais que c'est une métaphore pour dire,
Oh, sa cuisine, elle est excellente, c'est une cuisine digne des dieux. Ouais, mais un peu exagérée. L'attention, étrangement, on n'y croit pas beaucoup. Je veux dire, il y a des Pixar, tu arrives à croire à l'attention, tu arrives à avoir peur malgré que tu saches que les personnages vont s'en sortir dans la majorité. Mais là, bizarrement, ça n'a pas marché. J'ai pas réussi à me sentir impacté, je me suis pas dit oh mon dieu, il y a un grand danger, elle va peut-être pas s'en sortir. Ce qui est inédit parce que l'émotion est présente, mais la tension, je l'ai pas ressentie. En soi, c'est pas dramatique non plus, mais c'est vrai, j'ai pas ressenti de tension pour les personnages. Et enfin, l'humour, ça vient surtout de moi parce que je suis un adulte, mais il est beaucoup trop enfantin. Il y a pas mal de blagues où je n'ai pas rigolé. J'avoue qu'il y en a une ou deux qui m'ont fait sourire, voire rire, mais j'ai pas rigolé à la majorité des blagues, ce qui n'est pas grave, parce qu'encore une fois, ce n'est pas moi le public ciblé, c'est surtout les jeunes enfants. Concernant le positif, comme d'habitude, on commence par les personnages, notamment avec Meilin, doublée par Jaenelia Koadou. C'est une jeune préadolescente très entreprenante qui vacille entre deux vies, c'est-à-dire sa vie d'adolescente où elle profite pleinement de la vie avec ses amis, ses envies de boys band, ses envies de s'éclater avec elle. Mais à côté, il y a aussi sa vie de famille où pour sa mère, elle a encore sa petite fille modèle adorée, qu'elle ne fait jamais de bêtises, qu'elle n'est jamais pervertie ou quoi que ce soit. Et c'est ça qui est intéressant chez elle en tant que personnage principal. C'est qu'elle est vraiment entre les deux. Elle se dit, avec ma mère je suis telle, et avec mes amis je suis telle. Et elle préfère être comme elle est avec ses amis, mais pour autant elle ne peut pas parce que avec sa mère, il faut être modèle, il faut être exemplaire. Mais en attendant, c'est quand même un bon personnage principal à suivre pour ses deux facettes, notamment avec sa transformation en Pandarou, qui est une métaphore de sa puberté. Elle va arrêter d'être la petite fille modèle et elle va enfin pouvoir se lâcher et commencer à être une véritable adolescente, tout en restant attachante. Et bien évidemment, c'est aussi la période où elle arrive plus trop à dire ses secrets à ses parents, mais plus à ses amis, qu'elle préfère passer du temps avec ses amis plutôt qu'avec sa mère, c'est normal. C'est l'adolescence, c'est comme ça. En tout cas, traiter l'adolescence de cette manière avec Meilin, c'est une bonne idée et ça rend le personnage principal très intéressant. Après, on a Ming, doublée par Yumi Fujimori. C'est la mère de Meilin, elle voit sa petite fille comme sa petite fille modèle encore, qui ne grandit pas, limite elle ne veut pas qu'elle grandisse, elle veut qu'elle reste cette petite fille modèle toujours proche d'elle, qui passe toujours son temps avec elle, qui partage tout. Sauf que l'adolescence, ça change ça, et elle est très protectrice, voire trop protectrice. Dès qu'elle voit qu'elle a des dessins un peu osés, si je peux me permettre, ou qu'elle a des idées, des fantasmes, quoi que ce soit, elle pète un câble et elle va directement s'en prendre à cette personne concernée, en pensant que sa petite fille est toujours pure et innocente, qu'elle n'a rien à se reprocher. Ouais, bah heureusement qu'elle apprend à ouvrir les yeux. En attendant, on peut la comprendre, c'est une mère qui adore sa petite fille, qui ne veut pas la voir grandir parce qu'elle l'adore, c'est tout à fait normal. Notamment quand on voit comment ça se passe avec sa mère, la relation est très compliquée. Après on a Myriam, Abby et Priya, doublés par Lou Howard, Lena Ropion et Leana Montana. Ce sont les amies de Meilin, elles sont là pour elle quoi qu'il arrive, elles ont chacune leur propre personnalité. Ce sont des très bonnes amies sur lesquelles elle peut compter quand ça ne va pas. Par contre, faut quand même admettre quelque chose sur ces trois amies. La plus intéressante c'est Myriam. Après, Abby et Priya, elles sont assez spéciales, mais en même temps, chaque personne est spéciale. Chaque personne a sa propre personnalité, puis elle partage les mêmes passions, notamment les boys bands. Même si j'avoue qu'Abby, elle m'énerve un peu avec sa personnalité très énergétique partout, je dois quand même admettre, elles sont sympas. Après, on a Jin, doublé par Xavier Thiam. Lui, c'est plus un homme au foyer dans ce film, mais c'est un excellent cuisinier qui est apprécié, voire adoré par sa famille, sauf sa belle-mère, mais ça, on le voit pas beaucoup quand ils sont tous les deux. Mais malgré tout, c'est un père attachant sur lequel Meilin peut compter quand ça ne va pas. On va dire qu'il est l'opposé de la mère de Meilin, c'est-à-dire que la mère de Meilin, elle s'immisce tout le temps, elle se dit je veux tout savoir, je veux tout connaître de ma fille, je veux pas qu'elle me cache des secrets parce que c'est la petite fille modèle. Lui, il est prêt à l'accepter et il comprend. Il cherche à ce que Meilin soit heureuse dans sa vie d'ado, qu'elle en profite pleinement comme elle est, pas qu'elle suive la voie de sa mère parce que sa mère l'a exigé. Et enfin, la grand-mère, doublée par Isabelle Gardien, c'est un peu la gérante de la famille, c'est elle qui gère toute la famille, y compris cette fameuse tradition du pandarou et les fameux rituels pour s'en débarrasser, les enfermer dans des talismans. On comprend sa personnalité par rapport à ce qui s'est passé avec sa fille, on comprend qu'elle prenne cette crise très au sérieux avec Meilin, donc oui, la grand-mère, elle fonctionne aussi. Après, un des points les plus intéressants du long métrage, comme je l'ai déjà dit, c'est la représentation de l'adolescence. Bien évidemment, on est tous passés par l'adolescence, on a tous agi différemment. Soit on se renfermait sur nous-mêmes, soit on sortait toujours en fête avec les potes, ça dépend. Mais en tout cas, la représentation de l'adolescence ici, c'est intéressant. Parce qu'à la base, Meilin, qui est une fille considérée très sage par sa mère, qui arrive à bien gérer sa vie, et bien cette fois, elle va créer des arnaques en se servant du pandarou, elle va mentir. Donc oui, Meilin, là, par sa transformation en pandarou, on sent que la puberté et l'adolescence est en train d'agir. En tout cas, ce qu'on peut affirmer, surtout du point de vue de Meilin ici, et même des adultes, c'est que le point de vue de l'adolescence est assez bien abordé.
Ça donne même l'impression que les tantes, la grand-mère et la mère, elles n'ont pas profité de leur adolescence. Ce qui est une métaphore aussi intéressante, mais par rapport à Mayline qui, elle, veut vivre son adolescence pleinement grâce au panda roux, c'est une bonne chose. En termes de symbolisme, il y a pas mal de choses intéressantes, ce que représentent les amis de Mayline pour elle, même sa mère, parce qu'à la base c'était sa mère sa modèle, mais là, vu ce qui se passe avec le panda roux, c'est ses amies qui sont celles à qui elle veut le plus se confier, surtout qu'elle est très envahissante, donc on peut totalement comprendre pourquoi elle fait ça. Ce que représente Mayling pour sa mère, à savoir la petite fille modèle qui ne va pas changer, même cette transformation en panda roux par rapport à la grand-mère et Mayling, il y a réellement pas mal d'éléments de symbolisme intéressants à suivre dans son métrage. Évidemment, un des points les plus intéressants aussi, c'est la relation mère-fille développée entre May et sa mère, tout comme la relation entre Ming et sa mère aussi. Entre May et Ming, c'est une relation où Ming veut toujours voir sa fille comme sa petite fille et où elle ne veut pas accepter qu'elle change. Là où May, de son côté, veut changer. Elle en a marre d'être la petite fille modèle, l'adolescence va lui permettre de changer et c'est ce qu'elle veut. Ça crée une relation mère-fille où les deux apprennent l'une de l'autre. Ming, de son côté, accepte enfin de voir sa fille grandir, de plus voir ses amis qu'elle, ne plus être aussi proche qu'avant. Et May, de son côté, elle adorera toujours sa famille, mais elle va profiter de sa vie avec ses amis également, parce qu'il n'y a pas que sa famille. Et concernant Ming et sa mère, c'est une relation intéressante sur le fait que la grand-mère en veut à Ming depuis un certain incident que je ne spoilerai pas ici, et depuis elles sont dans une relation assez compliquée, mais à travers la crise que va traverser Mayline, elles vont se retrouver et se pardonner. Ce sont deux belles relations à suivre à travers ce long métrage. Les messages à retenir, bien évidemment, sont surtout liés à l'adolescence, le fait qu'il faut accepter que nos enfants grandissent et changent et qu'ils ne soient plus aussi proches de nous qu'ils l'étaient quand ils étaient enfants parce qu'ils grandissent, le fait qu'il faut respecter les secrets de nos enfants, s'ils n'ont pas envie de nous en parler, c'est leur choix, qu'il faut accepter qu'ils s'éloignent un peu en fait, et aussi que malgré le changement, ça ne veut pas dire qu'ils ne nous aiment plus. En tout cas, par rapport à l'adolescence, ce sont des beaux messages à retenir. En termes d'évolution, il y a deux personnages qui ont plus évolué que les autres, à savoir May par rapport à sa transformation et son adolescence qu'elle va vivre et qu'elle veut vivre, et sa mère qui a un peu de mal à l'accepter, mais qui pour autant va l'accepter au fur et à mesure des choses. J'avais dit que la tension n'était pas très efficace, mais bizarrement l'émotion elle était là. En regardant son métrage, il y a vraiment des moments où j'ai ressenti une tristesse, où je me suis dit non, ça peut pas s'arriver, ça va pas finir comme ça. J'avoue que de ce côté-là, ce film m'a eu. Les musiques elles sont assez sympathiques, il n'y a pas grand chose à dire. Dans la majorité, elles s'en sortent bien, elles sont agréables à écouter ou et collent bien avec ce qui se passe à l'image. L'animation, ce n'est pas la plus belle animation qui existe, mais il faut admettre qu'il y a quand même une animation assez bien travaillée dans l'ensemble. Bizarrement, je la trouve moins belle que dans Soul, et vice versa. Question VF, on s'en sort très bien, tous les comédiens et comédiennes s'investissent dans leur rôle et ça s'entend en ayant une voix qui colle au personnage. Les costumes définissent assez bien les personnages aussi, question décor, c'est bien travaillé. Et la fin est plutôt mignonne après tout ce qui s'est passé. Partie spoil, j'ai pas grand chose à dire, mais on va surtout parler de la fin en fait, notamment quand Mayline fait échouer le rituel exprès pour garder son panda roux et donc profiter pleinement de son adolescence pour aller voir le concert de boys band. C'est un peu normal vu qu'elle veut pleinement profiter de son adolescence, contrairement à sa mère, ses tantes et sa grand-mère qui elles ont accepté le rituel sans se poser de questions. Mayline, elle se pose des questions par rapport à ce qu'elle a vécu avec son panda roux. Alors oui, son panda roux a un petit côté dangereux, c'est vrai, mais en vrai ça dépend de la personne derrière, qui le contrôle. Et Mayline n'a eu qu'un moment dangereux, mais à côté, il y a des moments où en panda roux, elle a rigolé, elle s'est amusée, elle a profité de la vie. Et justement, ça doit être pour ça qu'elle veut garder panda roux, parce que contrairement à sa famille, elle garde de très bons souvenirs avec le panda roux et elle veut en avoir d'autres. Ah oui, et dernière chose importante, si la grand-mère en voulait à Ming, c'était justement à cause de son panda roux qu'il avait blessé dans le passé, d'où le fait qu'elle avait une cicatrice sous l'œil, je crois, si je me rappelle bien, ou sur l'œil. En tout cas, ça explique pourquoi elle a du mal à parler à sa fille, ou pourquoi elle a du mal à lui dire je t'aime, ou je te considère comme ma fille, ou quoi que ce soit. Parce que quand t'as vécu ce genre d'événement, c'est pas facile. Voilà, donc que dire sur Alerte Rouge, le nouveau Pixar ? C'est très sympa. Franchement, j'avoue que j'ai passé un agréable moment, le visionnage était bien, mais je reconnais aussi que je ne peux pas nier les défauts qu'il y avait dans ce film. Et, soyons clairs aussi, c'est bien qu'il traite la thématique de l'adolescence d'une nouvelle manière que dans Vice Versa, et même la thématique de la famille d'une nouvelle version également, mais malheureusement, ça ne fait pas un des meilleurs Pixar de tous les temps. Je sais pas si je le reverrai ou si je l'achèterai Day One parce que comparé à d'autres Pixar qui m'ont plus marqué, je pense pas que celui-ci fasse partie de la bande, mais pour autant je ne peux pas nier qu'Alerte Rouge c'était quand même un bon Pixar à regarder. Si vous êtes curieux, que vous avez envie de voir ce que ça donne ou que vous êtes intrigué par la thématique de l'adolescence et de la famille par rapport au personnage de Mayline et de sa transformation en panda roux, je pense que ça vous plaira. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!